Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Bokwasi à Serifix. En attendant que les algorithmes de Facebook libèrent mon live, je passe aux salutations, à la présentation, parce que j'ai un message important aujourd'hui à vous donner, à vous dire. Et là, je m'adresse aux retardataires, à ceux qui sont encore en train de douter, ceux qui sont encore en train de se poser des questions, ceux qui n'ont pas encore bien conscience de l'évolution des choses dans le monde actuellement et surtout du changement qui est en train de s'opérer. Il est important que nous qui parlons sur les réseaux sociaux à travers nos canaux, il est important qu'on dise ce que on doit dire. Il est important qu'on propage, je dirais, la bonne nouvelle. Il est important qu'on dise vraiment ce qui est en train de s'opérer et ce qui va engendrer des changements tellement bouleversants que les retardataires, quand il sera trop tard, n'auront que des regrets. Mais nous aurons au moins parlé, nous aurons dit ce que nous avons à dire. Il est important que je puisse le dire aujourd'hui. Et sincèrement, c'est avec humanité qu'on le fait, qu'on parle aujourd'hui. C'est avec humanité, vraiment, parce que nous sommes des humains et il est important que l'amour prime sur la haine, sur toutes ces choses-là que les gens essaient de propager pour garder les gens divisés. Donc, nous prenons notre bâton de pèlerin et nous continuons de parler, d'informer, de faire ce qu'on peut pour que les gens puissent être édifiés et réagir de la meilleure manière et surtout de choisir le meilleur camp qui pourra au moins défendre leurs intérêts. Alors, je viens devant vous aujourd'hui. Moi, je me fiche pas mal du nombre de personnes qui sont connectées ou bien ce que Facebook nous dit parce que les algorithmes sont déjà préparés pour essayer de nous emmerder, nous décourager. Mais bref, le plus important, c'est que les personnes puissent partager la vidéo, que les gens puissent avoir l'information. Voilà. Alors, on vient aujourd'hui pour vous parler du meeting d'hier du président Koudou Laurent Gbagbo qui a lancé un dernier appel aux retardataires, aux récalcitrants, à ceux qui pensent que nous sommes dans un jeu. Sincèrement, les gens pensent que nous sommes dans un jeu actuellement. Et il est important qu'on puisse rappeler les choses aux gens en ce qui concerne l'Afrique, les Africains et les hommes et femmes de couleur noire dans cette humanité, sur ce globe terrestre où nous vivons. Quand on parle de ça, beaucoup de gens prennent ça à la légère. Beaucoup de gens prennent ça à la légère. Beaucoup de gens prennent le message à la légère. Mais, les gars, c'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Partout où vous allez aller dans le monde, l'homme noir a toujours un problème par rapport à sa peau. Avant qu'il ouvre sa bouche, il a toujours un problème. Et c'est pas grave parce que quand on est à l'extérieur, on est chez les gens. Bon,
Les gens font ce qu'ils veulent. Mais le plus important, c'est de se rappeler que sur la terre d'Afrique, notre terre ancestrale, il n'est plus question d'accepter le désordre, d'accepter le bordel, d'accepter les injustices, d'accepter tout ce qui est malsain, malveillant envers le peuple noir africain. Les humains qui ont la couleur noire. Ça, ce n'est plus acceptable et nous ne sommes plus du tout prêts à laisser passer ça. Voilà. Donc, il est important qu'on puisse quand même expliquer et dire les choses de telle sorte que ceux qui sont endormis par rapport à tous ces siècles de souffrance, d'esclavage, de brouille, de lavage de cerveau, de toutes ces choses-là, puissent commencer à ouvrir les yeux et comprendre dans quelle direction on s'en va, en fait. Parce que ceux qui n'auront pas compris, ben, je pense qu'ils seront plus en exil en dehors de l'Afrique et ils subiront de l'autre côté, ils subiront beaucoup de choses que les gens qui ont perdu leur influence en Afrique vont leur faire sentir. Oui, c'est important qu'on prévienne les gens. Donc aujourd'hui, il y a un dernier appel aux Africains qui sont conscients, qui n'ont pas de haine dans leur cœur envers les autres humains, mais qui, par souci de survie, de subsistance, sont obligés d'employer la manière forte pour se faire respecter dans le monde et pour protéger le continent africain de toutes ces mauvaises choses et ces mauvaises influences. On n'a pas le choix que de faire ça parce que c'est une question de survie. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Donc, on est obligé d'en parler. Et hier, à Dabou, le président Koudou Laurent Gbagbo a lancé un message tellement important. Le monsieur, franchement, j'ai une admiration sans borne pour lui parce que malgré l'âge, malgré son état de santé, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées et qu'il rencontre encore aujourd'hui, il est encore dans une posture de combat pour nous. Il est encore dans une posture de combat pour nous insuffler cet esprit, pour nous insuffler cette combativité, pour nous insuffler cette vision libre, souveraine du peuple noir, du peuple africain sur la terre d'Afrique. Ça, celui qui comprend pas ça, je sais pas, bon, à un moment donné, on s'en fout, quoi. Mais les pauvres qui sont pas informés, les jeunes surtout, qui ne comprennent pas, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore vécu beaucoup de choses pour comprendre ces choses-là, on est obligé de parler pour eux. On est obligé de parler pour eux. Sinon, les gens de notre âge qui ne comprennent pas ça, nous, on s'en fout, c'est pas notre problème. Mais on fait ce genre de vidéo pour parler à cette jeunesse-là innocente, qui ne sait pas, en fait. Mais au fur et à mesure, commence à se réveiller. Et ça nous plaît, ça nous fait plaisir. Alors, le président Koudou Laurent Gbagbo, déjà, pour pouvoir faire son meeting à Dabou, a été confronté à l'hostilité de l'administration de M. Alassane Dramane Ouattara, qui a tout fait pour que le meeting ne se fasse pas sur les emplacements normaux de la ville de Dabou. Ils ont utilisé le maire, le député, tout ce qu'il y a d'administration, la police et toutes ces choses-là, pour essayer de faire en sorte que vraiment les gens n'aient pas envie d'y aller. C'était important parce que pour eux, le défi de la mobilisation était capital. S'il y avait du monde, M. Ouattara et toute son administration allaient être quelque part challengés. Parce que les gens allaient se dire à travers le monde entier que c'est pas du même président Gbagbo, les gens parlaient pour dire qu'il est fini. Le président Gbagbo, c'est du passé. Le président Gbagbo ne pèse rien. Le président Gbagbo ne vaut rien. Le président Gbagbo est malade, il est fini. Plus personne ne compte sur lui. Et que seulement, parmi les 4% qui restent, qui sont dans l'opposition, puisque les gens du RDR ont dit que
96% des Ivoiriens soutiennent M. Ouattara, ce qui signifie que toute l'opposition en entier ne représente que 4%, et parmi ces 4%, le président Gbagbo peut-être représente 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens, ils se sont dit que il faut prouver à la face du monde que M. Koudou Laurent Gbagbo représente en effet que 1%. Donc pour ça, il ne faut pas que cette mobilisation soit une réussite. Donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que vraiment, sans vraiment être présent sur le terrain pour bloquer les gens avec la terreur des microbes ou bien des agents de police, ou bien c'est ça pour semer la terreur, la panique, on va faire ça de façon plus discrète en empêchant le PPACI d'avoir le terrain de Dabou, les places publiques de Dabou, et les forcer à prendre un endroit reculé dans la région qui sera difficile d'accès et qui va vraiment démoraliser et décourager la majorité des gens qui ont envie d'aller écouter les paroles du président Gbagbo. Donc c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Et croyez-moi, le monde que vous avez vu n'est que un tiers de ceux qui étaient supposés être là-bas. Mais rien que le monde que vous avez vu là-bas, ça sort du miracle par rapport aux difficultés pour avoir accès à l'emplacement, à l'endroit. Donc ça déjà, c'est une victoire fantastique sur le système de M. Ouattara. C'est une victoire fantastique sur le système de la France-Afrique. C'est une victoire fantastique sur le système des oligarques internationaux qui ont la même mise sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Parce que la réalité, parce que la vérité se trouve dans la voix du peuple. Donc, le peuple s'est rendu en effet à cet endroit en marchant, en roulant, à vélo, en car, en camion, en voiture. Ils se sont déplacés en masse et ils ont prouvé avec les images qui parlent beaucoup actuellement que le président Gbagbo a encore un poids significatif en Côte d'Ivoire. Je parle du président Gbagbo tout seul, avec le PPACI. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous voyez est une réponse au pouvoir de M. Ouattara qui fait de la résistance pour s'accrocher au pouvoir et ne pas partir. Pas parce que vraiment il est le plus fort ou bien il est... Non, parce que M. Ouattara craint le retour du bâton en ce qui concerne la justice par rapport à la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il y a lui, il y a M. Sarkozy, il y a plein de gens qui ont, par leur décision, ont fait en sorte que la crise a duré sur le temps et la crise a engendré beaucoup de morts. Et il y a des plaintes qui sont déposées dans les instances internationales, qui sont dans des dossiers actuellement, qui vont ressortir, qui concernent justement ces gens qui ont été à la tête de la rébellion et toutes ces choses-là qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc M. Ouattara aujourd'hui a peur de laisser le pouvoir et d'être poursuivi avec toutes ces choses-là. En plus de la corruption et de toutes ces choses, puisqu'ils ont pris des dettes de 42 000 milliards. Et quand on fait un audit, on essaie de faire un audit, on voit que dans les 42 000 milliards, peut-être que ce qui a été utilisé pour toutes les infrastructures qu'on voit là, parce que ça, on le voit, on peut calculer, peut-être que c'est maximum 10 000 milliards qu'ils ont pris pour faire les infrastructures. Maintenant, les 32 autres 1000 milliards, là, on ne sait pas où c'est parti. Tout ça, il va falloir s'expliquer après. Donc, les gens, ils sont en train de tout faire pour empêcher cette alternance, ce changement, au cas où le peuple de Côte d'Ivoire décide de voter pour X ou bien pour Z, autre que le RHDP-RDR. J'espère que je me fais bien comprendre parce qu'il n'y a aucun commentaire qui vient. Les gens ont carrément verrouillé ma vidéo maintenant, mais c'est pas grave. C'est censé enregistrer la vidéo et puis repartager-la après, s'il vous plaît. Alors, vous voyez que la situation en Côte d'Ivoire déjà est cadenassée par le RDR. Enfin, ils essayent, mais la volonté du peuple,
la volonté du peuple, la volonté des Ivoiriens en général est tout autre. Et vous pouvez sentir de façon différente les effets de ce changement qui est voulu, qui est souhaité à travers, par exemple, la grève des professeurs qui commence à se mettre en place, parce que ce n'est qu'un début, ça peut aller encore plus loin. Il y a les médecins qui commencent à murmurer. Il y a plein de corporations qui commencent à se plaindre parce que rien ne va dans leur poche. La vie est dure, tout est compliqué, tout est difficile. Et même les paysans qui plantent le café, le cacao, toutes ces choses-là aussi, le président Gbagbo, à travers son discours hier, a manifesté un intérêt particulier par rapport à l'injustice qu'il y a sur les rémunérations de la vente du cacao, par exemple au Cameroun, qui est à 5000 francs CFA le kilo, et en Côte d'Ivoire à 2000 francs CFA. Et la différence, maintenant, on demande pourquoi, c'est comment. Et le président Gbagbo a expliqué que c'est justement par rapport à la dette, à toutes ces choses-là, et surtout par rapport au manque de souveraineté, parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui leur demandent de faire comme ci, de faire comme ça. Donc, on se trouve dans un cas de figure où le monde est en train de changer parce que la force globale qui a pris le pouvoir sur la Terre après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'Occident, aujourd'hui sont en perte de vitesse parce que ils ont été, pendant un long moment, confortables dans leur hégémonie. Ils ont été très confortables et quelque part, ça a généré des enfants de ces gens-là qui sont habitués au luxe, qui sont habitués à la belle vie, aux bonnes choses et qui ne sont plus habitués au combat que leurs arrière-grands-parents ont fait pour pouvoir se délivrer des Allemands de l'époque qui voulaient prendre le monde. Donc aujourd'hui, la configuration est à peu près la même que pendant la période où Hitler voulait prendre le monde. C'est la même chose. Il y a un groupe de personnes qui décident que le monde va fonctionner en fonction de leurs desiderata. Donc, avec l'armée, avec la force, ils vont conquérir toutes les terres, tous les trucs, ils vont prendre le monde entier. Mais ils ont été arrêtés à un moment donné. C'est la même chose que l'Occident fait, mais d'une façon différente depuis 1945. Mais là, c'est sur le plan économique qu'ils l'ont fait. Et puis, évidemment, s'il y a des endroits où il y a des couacs, il y a des blocages, on envoie l'armée, comme en Irak, comme en Libye, comme dans tous ces pays-là, où ils ont intervenu de façon militaire pour régler le problème. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a un autre bloc qui décide de ne plus se laisser faire et qui décide avec la science, de s'armer et d'être au même niveau militaire que les autres qui étaient les plus forts avant. Et on voit que il y a un équilibre qui commence à se faire parce que sur le terrain, même sur le plan militaire, on voit que par exemple en Ukraine, tous les pays de l'OTAN qui sont ligués contre la Russie sont en train de perdre le combat là-bas. Donc ça fait que on constate que en effet, il y a eu un changement dans la puissance, dans la force de frappe, dans la force militaire, dans le renseignement, dans toutes ces choses-là qui font que une nation domine sur une autre quand il y a une confrontation. On voit que, là, maintenant, il commence à avoir une stabilisation. Et qui dit stabilisation dit ouverture de dialogue, de discussion pour trouver des solutions autres que le militaire. Mais entre-temps, dans le monde entier, partout ailleurs, les anciens peuples qui étaient les plus faibles, qui étaient les plus dominés, qui étaient les plus humiliés, eux, ils commencent à ouvrir les yeux et voir qu'il y a des gens qui ont un autre langage que ceux qui les ont dominés à l'époque. Donc, quelque part, ils commencent à faire des alliances avec les nouvelles puissances. Et en effet, il y a un équilibre maintenant géostratégique qui est en train de se mettre en place dans le monde où il y a un ancien monde qui cherche maintenant des alliés et il y a un nouveau monde maintenant qui sont envahis par beaucoup de personnes qui veulent s'allier à eux. Ça se voit à l'ONU où les votes, où toutes les décisions qui sont prises à l'ONU ont commencé à changer maintenant. En plus, avec aux États-Unis, Donald Trump qui est venu aussi affaiblir le côté occidental dans la façon de faire les choses et qui se chamaille même avec le vieux continent, l'Europe, qui ne comprend rien dans ce qui se passe actuellement parce qu'il pense que tout est une histoire d'humiliation, de domination, de force, alors qu'aujourd'hui, Donald Trump, lui, il parle de blé, d'argent, d'intérêt.
c'est complètement différent. Donc les gars maintenant sont perdus et ils voient qu'il y a une dissonance entre leur façon de voir le monde, eux les Européens, et la façon de voir le monde de Donald Trump, lui qui vient avec son administration et faire du business avec tous les gens qui sont des businessmen autour de lui. Et qui s'entendent parfaitement avec Vladimir Poutine de la Russie, qui se dit que lui aussi, il a une opportunité pour pouvoir avoir de nouvelles personnes dans le monde, parce que la vraie richesse, c'est quoi? C'est l'humanité, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui crée les richesses. En travaillant, c'est l'être humain qui crée les richesses. Et le continent, aujourd'hui, où il y a les êtres humains qui peuvent créer des richesses, c'est le continent africain. En plus de cela, des populations, 1,5 milliard, je crois, d'Africains sur le continent africain, il y a la jeunesse qui est majoritaire et qui, avec la formation, avec tout ce qu'il faut, peut créer encore plus de richesses. Et en plus de cela, parce que c'est ça la vraie richesse, il y a les matières premières en Afrique qui sont une plus-value qui, une fois transformée, changera complètement la donne sur le continent africain et fera en sorte que vraiment le développement se fera en Afrique. Puisque le continent est neuf sur le plan du développement et de toutes ces infrastructures et tout ça. Infrastructurelles, voilà. Alors, quand vous avez compris tout ça là, vous voyez que le président Gbagbo, quand il a fait son discours, il a parlé de ça de façon implicite. Il a dit que le monde change, que les choses sont en train de changer. Et ce que le président Gbagbo a dit, nous l'avons dit depuis des années. Pour ceux qui connaissent ma page, pour ceux qui me connaissent, qui regardent mes vidéos, vous savez très bien que nous avons parlé de géopolitique, géostratégie, de changement mondial qui vient, même de l'avènement de l'AES. On vous avait parlé de ça en disant que des jeunes vont prendre le pouvoir et vont complètement faire les choses différemment par rapport aux anciens. Nous avons dit tout ça il y a au moins 5, 6, 7 ans. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui... Parce que je ne vois pas de commentaires, les commentaires on dirait qu'ils ont été bloqués. Mais anyway, comme on dit, il y a un changement qui est en train de se faire. Et c'est là que la tête, le cerveau, la réflexion humaine doit travailler pour pouvoir comprendre et puis s'adapter au changement qui est en train de se faire. Et si tu ne le fais pas, tu seras quelqu'un qui va pleurer demain. Le président Gbagbo est venu et il a expliqué ça. Vraiment de façon très subtile, mais il a expliqué quand même que les choses changent. Et que quand les choses changent, il faut que l'homme aussi change pour comprendre vraiment les choses et qui s'adapte maintenant au changement. Puisque c'est ça la faculté de l'être humain, la réflexion par rapport aux animaux. Donc, normalement, quand tu es un être humain et que tu fais face à une situation qui est en train de changer, il faut t'adapter pour ne pas que tu sois en contre-pied avec la situation qui vient devant toi, sinon tu vas avoir des problèmes. Les gens ont été avertis, il a tout dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que on puisse être dans l'axe de ce changement-là, pour aller avec le flow, comme on dit, pour surfer sur la vague et aller avec le courant qui est en train de changer. On remarque que dans le monde, la majorité des pays commencent à parler de souveraineté. Même les pays européens, l'Italie, la Hongrie, tous ces pays-là commencent à parler de souveraineté. Mais s'il y a un continent qui doit parler de souveraineté, le premier, c'est bien le continent africain. Et le président Gbagbo a dit qu'il faut être souverain, prendre des décisions par nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans être emmerdés par qui que ce soit à l'extérieur. Parce que le monde change. Il y avait des gens qui voulaient faire les mondialistes, mais leurs plans ont été déjoués. Tout a été détruit et maintenant, ce sont les souverainistes qui sont en train de prendre le pouvoir sur la terre, mais qui font des alliances avec qui ils veulent pour devenir un groupe de personnes puissantes qu'il ne faut pas emmerder. Si vous comprenez ça, ça veut dire que le message du président Gbagbo hier, c'était clair. Il faut que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Il faut qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y ait des gens qui prennent des décisions pour les Ivoiriens, qui prennent des décisions qui concernent les Ivoiriens et qui prennent des décisions qui sont à l'avantage des populations ivoiriennes. Ça là, c'est... On ne peut faire plus simple que ça à comprendre. Mais quand tu veux prendre des décisions et que quelqu'un prend son téléphone depuis l'Élysée pour te dire « Ah non, ça là, ça ne nous arrange pas, tu fais pas », et que toi maintenant, quand tu fais pas, tu vois que ta population est en train de souffrir, mon ami, tu as un problème. Tu as un problème. On ne dit pas qu'il ne faut pas commercer, faire des échanges, des discussions avec n'importe qui dans le monde, c'est pas ce qu'on dit.
On ne dit pas de se fermer sur nous, mais on dit de faire d'abord ce qui arrange nos populations, ce qui arrange notre pays, ce qui arrange notre continent, avant d'arranger qui que ce soit de l'extérieur. Ça là, est-ce que c'est difficile à comprendre? Je ne pense pas. Pour quelqu'un qui est constitué normalement, ça n'a pas été un gros problème pour comprendre ça. Donc c'est ce que le président Gbagbo a dit hier. En plus de ça, du souverainisme, il y a automatiquement une chose qui va s'en suivre, c'est le changement de système global dans lequel nous vivons depuis les années 1900. Vous voyez, non? Le changement du système. Et c'est pour ça que le président Gbagbo a fait un appel à l'opposition. Un dernier appel à l'opposition, aux opposants qui sont encore réfractaires à cette union avec le PPACI. Mais ce n'est pas avec le parti, le PPACI. C'est avec le courant d'idées, la vision, que les gens n'ont pas compris à l'appel de... non, comment on appelle le coin? L'appel de... oh là là, la ville... c'est Mossou, hein, je crois, l'appel de Mossou. Je crois que c'est ça, hein, à l'appel de Mossou. Parce que je vois aucun commentaire, donc vous ne pourrez pas m'aider aujourd'hui. Ils ont bloqué ma vidéo, je ne sais pas, mais bref, c'est pas grave. Alors, quand le président Gbagbo a fait le dernier appel, je dis bien c'est le dernier appel, aux gens de l'opposition qui sont réfractaires à cette union, parce que des fois c'est par rapport à des problèmes personnels, des fois c'est par rapport à des problèmes d'ego, c'est par rapport à des... Bref, ou bien des fois même il y a des gens même qui ne veulent pas le changement, mais qui veulent juste avoir le pouvoir pour faire ce que l'autre faisait avant. À un moment donné, tant pis. À un moment donné, tant pis. Hein. C'est aux gens de se décider parce que le président Gbagbo a eu la confirmation à travers la forte mobilisation qu'il y a eu dans ce champ de manioc là, à l'extérieur de la ville de Dabou. Ça a été un message du peuple de Côte d'Ivoire qui a répondu au président Gbagbo que on est avec toi. Nous, la population de Côte d'Ivoire, dans sa grande majorité, on est avec toi. Pourquoi je dis ça? Parce que les difficultés dans ces temps difficiles là, où l'argent est rare, où c'est difficile, les gens ont des problèmes pour manger, pour vivre, des gens ont fait le sacrifice de prendre sur eux, de se déplacer pour arriver dans ce coin perdu là, à côté de Dabou. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais c'est beaucoup. Parce que je mets au défi tous les autres partis politiques de Côte d'Ivoire, autres que le PPACI, de faire la même chose et d'avoir le même mouvement de foule. Aujourd'hui, là, voilà un défi que Gbagbo vous a donné, au calme, pour montrer vraiment qui est qui dans le pays. Sans sardine, sans l'aide de l'administration, sans rien du tout, et dans le même endroit, essayez pour voir, on va voir quelque chose. Parce que ça, là, si on ne vous dit pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Pour certains, ils ne peuvent pas comprendre. Pour certains, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que tous les autres, là, pour avoir cette adhésion populaire, là, il faut une logistique étatique. Avec l'argent du pays. Plus sardines, plus du pain, plus beaucoup de choses. Parce que les gens vont dire, ah, moi, je ne vais pas là-bas. D'ailleurs, je ne comprends rien à ce qu'il va dire. Donc, je ne vais pas là-bas si au moins, je n'ai pas à manger avec transport. Or, les efforts que les gens qui sont allés au meeting de Dabou, là, ont fait, très peu d'Ivoiriens peuvent faire ça pour leur parti politique. Ou bien pour leurs convictions. Très peu. Donc, je mets quiconque au défi, comme on dit, la guêpe le dit toujours, de prouver que le président Gbagbo, ce qu'il a fait à ses petits, vous pouvez faire mieux. Sans l'administration de l'État, sans l'aide de l'argent de l'État, essayez pour voir quelque chose. Donc, cette petite parenthèse, elle est fermée. Vous avez vu ce que les Ivoiriens ont montré comme soutien, et de partout de la Côte d'Ivoire. Des gens ont voyagé, ils sont venus, et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais bref, ça c'était un message pour vous dire que les choses sont en train de changer et que M. Ouattara, comme il le prétend, n'a pas en fait 96% de la population avec lui. Il faut qu'il revoie ses prétentions à la baisse. Voilà. Et que très bientôt,
il va comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est à l'opposition de se décider. Le reste des opposants qui pensent que eux, ils peuvent faire quelque chose sans le PPACI, sans le président Koudou Laurent Gbagbo, du moins sans la vision, sans la détermination, sans l'esprit de souveraineté du président Koudou Laurent Gbagbo. Parce que les gens vont penser qu'on parle de l'homme. Non, on parle de la vision. Parce que le président Gbagbo, c'est un être humain comme nous tous, mais ce qu'il dit, la direction dans laquelle il regarde, les gens n'ont pas le choix que de faire la même chose. Vous comprenez? Et que beaucoup d'Ivoiriens ont les yeux ouverts et sont prêts à suivre cette vision pour changer la donne, avec ou sans les opposants récalcitrants. Je reprends, avec ou sans les opposants récalcitrants. Pas récalcitrants de caractère, de comportement, mais récalcitrants à la vision de souveraineté des Ivoiriens qui en ont marre de souffrir dans leur pays. Et ils en ont marre de souffrir parce qu'il y a des gens, une entité, un petit groupuscule qui décide que ce soit comme ça. C'est pas parce que c'est une fatalité et que c'est Dieu qui a décidé. Non, c'est des gens qui décident que eux ils mangent et puis les autres ils se démerdent. Donc la majorité des Ivoiriens qui souffrent ont décidé que ça là, ça suffit, c'est terminé. Donc, le dernier appel a été fait. Et le président Gbagbo a dit dans 15 jours, donc maintenant c'est 14, il y aura un mot d'ordre qui sera donné. L'opposition, dans toute son entièreté, a ces 15 jours-là pour rejoindre cette vision-là. C'est pas un ultimatum, hein, c'est juste une proposition. Mais si la proposition-là, vous n'y adhérez pas, ça ne sera pas quand le changement sera fait que vous allez venir maintenant pour dire c'est mamie, c'est l'auto, c'est quoi, c'est quoi. On vous prévient dès maintenant parce que on a l'impression des fois que les gens n'ont pas conscience de ce changement qui est en train de s'opérer mondialement. Les gens n'ont pas conscience de ce ras-le-bol des populations qui souffrent actuellement des méchancetés d'un petit groupe de personnes. Les gens n'ont pas conscience de ça. Et que quand ça va changer, les gens vont tellement être durs, tellement être... je cherche le mot. Les gens seront tellement sévères. Vous voyez, non? Que ceux qui n'étaient pas avec eux au début, là, ça m'étonnerait que les gens les acceptent. Ça m'étonnerait parce que l'enjeu est trop important pour venir mettre encore des serpents, des gens de qui on n'est pas sûr, pour pouvoir être dans l'administration et puis aider à la construction de cette nouvelle Afrique-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être rejetés. Je vous le dis clairement, on n'est pas dans un conte de bisounours, on est dans la vérité, dans la factualité, dans la réalité. Moi, demain, je change quelque chose. Moi-même, je me débrouille pour avoir quelque chose. Et puis maintenant, les autres qui devaient m'accompagner là, ils n'ont pas voulu, hein, parce qu'ils n'ont pas cru, mais ils n'ont pas voulu. Et puis, demain, maintenant, ça change. Vous allez venir dire, non, c'est pas ça, tu sais, bon, j'étais pas là, j'avais voyagé, non, j'étais comme si... Et les gars, il y a des gens aujourd'hui, ils en ont tellement gros sur le cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent tellement de la prison, de l'injustice, de la pauvreté, de la misère qu'on leur a imposé de façon injuste que quand ils vont reprendre les rênes du pays, là, il n'y aura pas de place pour le pardon, pour ce genre de choses-là. Donc, vaut mieux que, dès maintenant, les gens rentrent dans les rangs de la vision et qu'ensemble, on fasse le combat beaucoup plus facilement et qu'on change les choses et que nous tous ensemble, on puisse avoir une vie décente demain. C'est tout. Parce que le changement, il est irréversible. Il est impossible à arrêter. Impossible. Et M. Ouattara, il le sait. Donc actuellement, il est embêté, il réfléchit. Les gars cherchent les solutions chaque jour parce que comme ils ont l'armée avec eux, enfin une partie de l'armée, ils ont une partie de la gendarmerie, ils ont tout l'argent de la Côte d'Ivoire avec eux. Ils ont une partie de beaucoup de choses avec eux. Beaucoup sont
là-bas à cause de l'argent, mais pas par conviction. Donc ça là déjà c'est un mauvais signal pour M. Ouattara, qui ne sent pas vraiment le changement qui est en train de se faire, parce que dans son luxe, dans son château, avec son entourage, on ne lui fait pas sentir ça. Mais croyez-moi, le changement qui est en train de venir, il est irréversible. Et puis c'est pas pour dire que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, non. C'est cette année 2025, là, ça va se faire. Et en plus, il y a les nouveaux dominants dans le monde qui l'ont expliqué à cause de nos frères de l'AES à côté, qui sont en train de construire justement cette Afrique de leur côté, qui sont en avance sur nous, et qui n'ont pas envie d'être emmerdés par un pays qui va abriter des bases étrangères qui vont venir foutre le bordel chez eux. Ça ne se passera plus comme ça. Parce que ce que vous voyez en Ukraine, là, ça va arriver chez nous. Avec les mêmes raisons. Et aujourd'hui, l'Occident est affaibli, mais vraiment affaibli à un niveau où, pour faire encore une guerre d'intensité comme en Ukraine, là, en Afrique, ça va être difficile pour eux. Ils le savent, ils en sont conscients. Et la chose la plus facile à faire, c'est le business, c'est l'argent, c'est le travail, c'est le développement. La chose la plus sensée à faire, c'est le business, le travail. Et c'est ce que M. Donald Trump a compris. Et c'est sur ce point qu'avec Vladimir Poutine, ils sont en accord parfait. Et c'est ce qui agite M. Emmanuel Macron, qui saute dans tous les sens en France, surtout en Europe, et qui n'ont que leurs larmes pour pleurer, parce que ce qui va contre eux, ce qui est contre eux, c'est leur méchanceté, leur injustice, leur condescendance, leur... comment je peux dire encore, leur fausseté envers le peuple africain. Depuis des siècles. C'est ça qui joue contre la France aujourd'hui. C'est pas l'individu ou bien nous on déteste quelqu'un en particulier. Non, c'est les actes mauvais, malsains, injustes qu'ils ont fait envers les Africains. La haine qu'ils ont contre la peau noire. En faisant semblant d'être des gens humanistes. C'est ça qui joue contre eux. Le racisme qui fatigue tous les Noirs qui sont en Occident. Surtout en France en particulier. Mais comme c'est quelque chose de normal et que le racisme devient important ou bien grave ou bien devient vraiment visible quand ça concerne une communauté religieuse ou bien quand ça concerne les Blancs, comme on dit, comme ils disent sur les chaînes de télévision, le racisme anti-blanc. Là, maintenant, c'est encore, ah, il y a un racisme anti-blanc, ah, ça, c'est pas bon. Mais le racisme tout court envers les êtres humains qui ont une couleur différente, là, par contre, c'est normal, ça passe. Et sur les plateaux de télévision, vous n'allez jamais entendre ça. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire, où les populations africaines, surtout en ce qui concerne l'Afrique, veulent un changement, veulent la souveraineté, veulent jouir de leur matière première, de tout, et surtout veulent travailler et changer, transformer leur matière première pour en faire une plus-value, afin d'avoir les moyens d'avoir une vie décente sur le continent africain, sans avoir à aller être des immigrés quelque part. Parce que le système des immigrés, l'immigration, là, c'est terminé. C'est foutu. Et pour la petite histoire, avant que je chute, si vous vous souvenez de la construction des États-Unis, de l'Amérique, c'est un pays qui a été bâti par des immigrés. Il y a eu des vagues d'immigrés au début, beaucoup. Et à un moment donné, quand ils en ont eu assez et qu'ils ont construit leur pays, ils ont construit leurs infrastructures et tout, ils se sont dit, bon, stop. Les visas, ils ont commencé à faire des choses pour bloquer. Maintenant, aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent plus quelqu'un. Ils se débrouillent. Et ben, c'est la même chose qui va se faire à l'inverse. L'Afrique a fourni des immigrés partout dans le monde. Et à un moment donné, l'Afrique va tellement bien se porter et bien se comporter que il n'y aura plus besoin d'être en Afrique et puis de se lever, rêver, avoir un visa pour aller travailler dans nos pays. Surtout pour faire des travaux subalternes, pour être vraiment en bas de la société. Alors que sur la terre d'Afrique, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ça va s'arrêter. C'est indéniable, c'est impossible à arrêter. L'immigration va s'arrêter, africaine. Des jeunes Africains, ça va s'arrêter. Parce que le développement de l'Afrique va faire en sorte que les jeunes n'auront plus envie d'aller ailleurs que de rester chez eux. Donc si vous ne comprenez pas ça,
Je suis désolé pour vous, mais vous allez subir ça. Voilà, grosso modo, le message que le président Gbagbo a donné hier à Dabou, de façon subliminale. Et moi, je suis venu aujourd'hui vous expliquer ça de façon très claire pour que les derniers récalcitrants, les dernières personnes qui doutent encore de ce changement puissent bien réfléchir, analyser et en tirer une conclusion. Et dans 14 jours, puissent rentrer dans le mouvement qui va commencer quand le mot d'ordre sera lancé. Donc, je suis Boakwasi à Serifix, à bon entendeur.